Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui me porte particulièrement à cœur, qui s'appelle le remote viewing, et donc qui est la vision à distance. C'est toutes les compétences qu'on peut voir dans les films et la réalité, qui sont ceux des médiums ou des voyants. Un des exemples les plus intéressants, je trouve, parce qu'il a été bien mis en scène pour expliquer ce phénomène de perception intuitive très lucide, c'est celui qu'on peut apercevoir dans Glace ou dans Incassable. Perception de solitude, mais surtout avec comme message clair qui est celui surtout de l'abandon. Ce genre de phénomènes sont assez bien expliqués dans l'autre film qui s'appelle aussi Prémonition avec Anthony Hopkins, que je vous invite à voir, qui est intéressant au niveau de la médiumnité. On peut retrouver ces pratiques aussi dans toutes les pratiques spirituelles, à travers les grands yogis par exemple. Quand on revoit leur vie de mystique, on peut voir énormément d'événements un peu surnaturels comme ça qui dépassent l'entendement, où ils auraient des informations comme ça, des distances très éloignées, ou alors dans le futur ou dans le passé, et qui questionnent énormément la science et toutes les personnes en quête de vérité et de compréhension. Un des livres clés pour comprendre ces siddhis, ces dons, comme il en est dit dans les Yoga Sutras, c'est justement le livre 3 des Yoga Sutras, donc c'est la troisième partie, qui relate chacun des dons. Alors c'est vrai que ça paraît complètement fou, mais quand on commence à avoir une pratique assidue, eh bien des phénomènes apparaissent et du coup ça paraît un peu plus clair dans notre tête que ce mode de fonctionnement peut apparaître. Et ceci c'est tout bête. C'est-à-dire que dans la méditation, le Dalai Lama, par exemple, dans son livre Dzogchen, explique que la méditation est le fait que sujet et objet ne font plus qu'un. Alors, il faut bien comprendre que dans la vie de tous les jours, dans notre conditionnement classique, toutes les choses autour de nous, par exemple ce coussin, ce matelas, ces vêtements, sont traités par mon esprit comme des objets, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur à ce que je suis. Pourtant, en méditation, le but c'est de poser son attention de manière assidue sur un objet jusqu'à, après être rentré en contemplation, ne faire plus qu'un avec l'objet. C'est l'état du samadhi au niveau des Yoga Sutras. Et cet état est justement l'état où l'objet devient sujet, où cet objet qui était inanimé, froid et distant, devient quelque chose de vivant, palpable. Au niveau de son ressenti, on a comme des sensations d'extase qui apparaissent à la contemplation de cet objet. Et le but de la méditation, justement, c'est d'atteindre cet état dans absolument tout, pour être en extase avec la vie de tous les jours, avec chaque objet, chaque chose qui est en nous, autour de nous. Et c'est ce que dans justement la pratique du Dzogchen, c'est appelé Togal. C'est-à-dire qu'il y a deux pratiques. Par exemple, la première c'est Trekchö, c'est-à-dire que c'est le principe de arriver à fusionner comme ça sa conscience avec absolument tous les objets autour de soi. Donc la plupart des gens y arrivent avec les choses qu'ils apprécient. Peut-être que les personnes qui aiment bien les jeux vidéo arrivent à fusionner avec le jeu vidéo, ceux qui aiment bien les films avec les films, ceux qui aiment bien la course à pied par exemple avec ce mouvement qui se crée à l'intérieur d'eux, ceux qui aiment bien la peinture avec cette expression artistique. Super. On a déjà une première piste pour ressentir qu'est-ce que cette extase, cette jubilation intérieure qu'on peut ressentir lorsqu'on ne fait plus qu'un. Maintenant, l'objectif après tout ça, c'est de le vivre vraiment dans la vie de tous les jours, pas seulement en une ou deux activités, c'est dans toutes les activités pour vraiment atteindre une parfaite clarté, une parfaite illumination. Et à travers cette parfaite illumination, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque sujet et objet ne font plus qu'un, il y a une connexion parfaite qui se fait avec l'autre chose. Dans un acte amoureux, c'est la connexion avec le tiers, l'autre personne avec qui on est tombé follement amoureux. Dans la communication avec le sculpteur, c'est avec la pierre, où il y a une telle communication qui se fait avec la pierre qui sait parfaitement la gérer, la manipuler et la tailler. C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'arriver à comprendre parfaitement l'objet que l'on contemple. Et la pratique de vision à distance est exactement celle-là, c'est-à-dire de contempler un objet qui est en face de nous, donc là ce sera un tiers humain par exemple, pour vraiment parfaitement le ressentir, le comprendre dans son essence.
est le livre qui traite le mieux, à mon sens, la dynamique de comment justement comprendre, je veux dire formuler cette essence qu'on a ressentie, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par l'exercice de la méditation, on ressent quelque chose, mais la difficulté sera de le formuler correctement pour que ce soit intelligible pour les autres et que ainsi un échange se crée. Et le livre qui, à mon sens, résume le mieux la pratique pour atteindre un bon niveau de compréhension de son environnement est le Sefer Etz Haim. C'est un livre qui a été écrit par Isaac de Luria et qui se base dans la tradition kabbalistique lourianique, donc de Isaac de Luria, qui est à peu près du XVIe siècle après Jésus-Christ. Ce qu'il explique dans cet ouvrage, justement, c'est que, à l'origine, il y a juste la conscience. Et de cette conscience, qui se pose comme sur un objet, comme on a en méditation, il y a une émanation, une sorte de sensation comme ça vague qui apparaît. Et de cette émanation, il y a des créations, une création qui apparaît. Là, ça va se traduire par comme des flashs, des idées qui apparaissent comme ça de manière spontanée, mais qu'on n'arrive pas encore à savoir quoi en faire. Puis ces idées spontanées vont progressivement prendre une forme concrète, comme une image clé, un mot clé que vous entendez, une sensation clé que vous entendez. Et là, à ce moment-là, après, toutes ces choses qui sont apparues vont créer une dynamique entre elles. Et vous allez comprendre comment cette scène a un lien avec telle autre, et du coup, toute cette structure qui se crée va donner du sens que vous pourrez expliquer avec des mots et que peut-être la personne comprendra, et en face de vous, comme ça, elle va se sentir comprise. Les 5 étapes qu'explique Isaac de Luria sont des étapes qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le nourrisson, par exemple, quand il commence à comprendre son environnement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il pose son attention sur quelque chose d'extérieur. Par exemple, là, un coussin, on va prendre. Imaginons le nourrisson qui pose son attention sur un coussin. Il ne sait pas que c'est un coussin, il voit juste des formes, des choses. Pour lui, ça connote aucun concept à l'intérieur de lui. Il apprend le monde. Donc il a juste conscience qu'il y a quelque chose qui donne des stimuli visuels. Première phase. Deuxième phase, ces stimuli visuels sont traités. Tout ça, c'est les émanations qui apparaissent. Ensuite, troisième phase, il comprend que c'est restreint à une forme fixe, qui va être cette couleur et cette forme. Et tout ça, il y a un bloc. Ça va être du coup la création. Et que cette création, qui est comme ça, peut aussi avoir d'autres formes, comme celle-là par exemple. Et ainsi, il va commencer à généraliser, en disant ça c'est un coussin, ça c'est un coussin, ça c'est un coussin, et progressivement comme ça, il va comprendre que le terme coussin, derrière, qu'il a créé dans son esprit, représente énormément de formes et de couleurs différentes. Et ces formes vont pouvoir permettre de nombreuses actions. C'est-à-dire qu'avec un coussin, on peut très bien l'utiliser comme objet décoratif, objet de bien-être pour s'asseoir ou se poser dessus, objet d'isolation pour peut-être permettre d'éviter des chocs ou autres, comme on a dans les salles capitonnées par exemple ou autres. Et c'est vraiment ça, c'est comprendre après à quoi il sert, comment il est utilisé. Qui va être la dernière phase de son apprentissage. Et après, il est libre de créer ce qu'il veut avec tout ça. Et donc là, c'est la dernière phase qui est l'action. Cet exemple qui a été donné avec le flux visuel se traite exactement de la même façon avec le flux intuitif, qui là va plus être de l'ordre de poser son attention sur une cible qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas et qu'on ne ressent pas comme ça avec ses contours, ses formes, et qui va être de le poser par exemple sur une cible distante qui serait par exemple une personne qui habite à des kilomètres de chez vous et que là vous n'avez pas appelé, ni vu, ni entendu, ni senti au cours de la journée. Et le but par exemple c'est de juste poser son attention sur elle, ressentir les sensations que vous pouvez commencer à avoir et commencer à les traiter, les laisser se faire traiter par votre cerveau progressivement pour en créer des formes concrètes, des images, des sons ou autres, que vous laissez composer par votre cerveau en amont d'action et qui là après va donner une construction concrète que vous pourrez verbaliser. C'est comme ça qu'on peut utiliser son intuition justement à profit pour parfaitement avoir des données.
il faut comprendre que son intuition, c'est exactement comme la vue. Si on ne l'a pas du tout utilisée au cours de son existence, eh ben, elle a un niveau complètement d'avorton. C'est-à-dire que le nouveau-né qui a les yeux bandés, par exemple, il ne traite pas les informations sensorielles. Du coup, tout ça, ça n'existe pas pour lui. Ça ne fait pas partie de sa réalité. Du coup, elle n'évolue pas dans le temps. Elle reste à un état d'avorton. L'idée, là, c'est de commencer à se dire, peut-être que j'ai une intuition qui pourrait fonctionner. Et du coup, de la mettre en activité grâce à des exercices que je vais vous montrer juste après. Et au fur et à mesure que vous avez de bons résultats, vous allez grandir comme ça dans l'application de votre intuition. C'est un peu à l'image de celui qui enlèverait le bandeau à un âge adulte, il va apprendre progressivement à sentir les choses, à les comprendre autour de lui, et au fur et à mesure, l'environnement va arrêter de le reprendre sur ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit va correspondre le plus possible aux conventions sociales autour, et ne va pas choquer. Là, l'apprentissage que vous allez faire est exactement le même. Au début, vous allez être un avorton, à essayer de comprendre ce qui se passe, à utiliser des mots qui sont peut-être pas automatiquement les bons, et au fur et à mesure de recadrage que va vous faire votre entourage, que j'espère bienveillant, vous allez arriver à trouver les mots justes pour exprimer votre ressenti et ainsi que votre intuition soit acceptée par votre entourage. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Bon alors, sur ta petite feuille, tu me notes une cible, je ne regarde pas, donc une personne soit que je connais, soit que je ne connais pas. Et dès que c'est fait, tu plies ta feuille en autant de fois que tu veux. Les noms vont apparaître dans la vidéo? Non, on ne dira pas c'est qui. D'accord. Non. Ouais, tu diras, ok. De toute façon, les gens ils ne savent pas quoi. Ça marche, tiens. Voilà, plie-le, la feuille. Ouais, déjà je note le nom. Ah, ça marche. Allez. Voilà, c'est plié. Ouais, plie-le plein de fois. De façon à ce que ce soit un petit carré que je puisse mettre dans la main. Ah, ok. Je comprenais pas pourquoi il fallait le plier plein de fois. Non, c'est juste comme ça, je le tiens et moi c'est caché, quoi. Oui, c'est juste une aide de... Hop là. Ok. J'ai bousillé une feuille pour la déplier. Tiens, passe-moi ton stylo. Donc là, je mets juste un numéro, c'est pour m'aider. Vas-y, passe-moi ta feuille. Là, avec le truc en dessous. Donc là, je vais prendre 5-10 minutes pour juste noter mes ressentis. Ok. Et ensuite, par rapport au ressenti que j'ai eu, ça ferait un peu une sorte de fil conducteur par rapport à un personnage ou autre. Et là, toi, ce sera à dire si ça ressemble au personnage ou alors est-ce que ça ressemble pas du tout au personnage. Ok. Ok, c'est bon, j'ai le personnage. Okay. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment je pouvais traduire au niveau de ma tête ce que je ressentais. Alors j'ai senti deux choses vraiment hyper marquées, c'est au niveau de la tête et au niveau du plexus solaire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une tête qui était suractivée, tu vois, et vraiment avec toute la partie préfrontale qui chauffait énormément. Alors au début, je me suis intéressé au plexus et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe là-dedans, et je voyais quelqu'un qui travaillait énormément. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a un besoin de réussite. Son problème, il vient d'un besoin de réussite, de montrer, de prouver un peu d'une certaine façon. C'est ça, besoin de réussite. Je peux pas exprimer autrement. Ensuite, au niveau de la tête, ce que j'ai senti au début, je me suis dit, mais il est fou, il y a un truc qui va pas. Parce qu'au niveau de mes perceptions, c'est comme si je voyais près, je voyais loin, c'était bizarre. Et en fait, après, ce que j'ai vraiment senti, c'est une fatigue qui m'est arrivée dessus. Et du coup, je me suis dit, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui pense tout le temps. Et ce truc au niveau de la perception, loin après, c'est juste que quand tu penses tout le temps, tu mâches ta matière à penser à tel point qu'elle est modifiée constamment. Et du coup, j'ai noté que la personne était potentiellement plutôt seule parce qu'elle est toujours enfermée dans son crâne, quoi. Voilà, en gros.
Pour le plexus solaire, tu disais quoi? Genre, ce serait sous-activation? Non, c'était surtout le côté où, quand j'ai senti la perturbation, c'était le côté où la personne travaille beaucoup comme besoin de réussir, je l'ai traduit, mais c'est surtout le côté... attends, je vais me reconnecter, je vais peut-être te trouver un mot qui est un peu plus intéressant. J'ai du mal à traduire, j'en sens que j'ai une gêne, mais le truc qui va se coller le mieux, qu'est-ce que ce serait? C'est comme si la personne, elle cherchait quelque chose, je sais pas quoi. Mais tu vois le côté Stakhanoviste où la personne cherche quelque chose, tu vois, désespérément. C'est ce côté-là, c'est ça que j'entends par besoin de réussir, mais je sais pas ce qu'elle essaye de réussir. C'est juste qu'elle cherche, c'est comme le fou, tu vois, qui pense qu'au milieu du désert, il va trouver quelque chose et il va retourner tout le désert, quoi. Ça s'y prête bien. Après, c'est juste par rapport à ça. Je verrais le personnage comme pas vraiment staccanoviste. Ok. Peut-être un peu plus, tu vois, par impact, par période très. Voilà, tu vois, plus par oscillation. Ok. Mais le côté chercher quelque chose et suractiver au niveau du crâne, ouais. Ok. Ouais, complètement. Moi, quand tu disais ça, je me dis waouh! Après, là, ouais, la partie stakhanoviste, j'aurais pas dit ça. Mais recherche perpétuelle et un peu confuse, Ouais. je dirais que ouais, complètement. Donc comme vous avez pu le voir dans l'exemple, quand Younes là, me donne ce papier, je le mets dans ma main et je pose toute mon attention sur la cible du coup qu'il m'a donnée, qui est dans ce papier. Et je porte juste mon attention comme ça, comme en méditation, quand on porte basiquement son attention sur quelque chose, et bien là c'est pareil, je porte juste mon attention là-dessus. Et naturellement, une sensation intervient. Donc là, c'est là où le travail de la méditation est important, car quand on ne pratique pas du tout la méditation, eh ben, un objet reste un objet, comme je vous le dis, du coup il n'y a pas d'affect qui apparaissent. Pourtant, toute chose vit autour de nous et le but c'est de ressentir ça pour augmenter son expérience intime de la vie. Donc là, je me concentre et une somme de sensations intervient. Donc là, faire bien attention à ne surtout pas les juger tout de suite parce qu'on les mettrait dans une case et on perdrait complètement la cible de vue, on partirait dans notre esprit là. L'objectif, c'est de laisser venir. Et donc au fur et à mesure que ça vient, j'ai des sensations physiques qui me bloquent. Donc là, par exemple, dans le cas de cette personne qui était la cible, c'est des plexus solaires et au niveau entre les deux yeux, là, l'ajna. Et tout ça, maintenant, je me concentre dessus juste pour ressentir encore plus profondément ce qu'ils signifient, ce qu'ils me font ressentir. Et de ces ressentis-là, qui deviennent de plus en plus clairs, apparaissent des perceptions. Comme là, par exemple, il y avait ce côté loin, près, loin, près, loin, près avec la personne que j'ai eu beaucoup de mal à traduire d'ailleurs. Mais l'important, c'est de le noter. Et après, quand il nous semble qu'une traduction nous paraisse bien, qui nous apparaît comme ça spontanément, on le note. On peut même inciter, mais là il faut faire attention, une clarification de sa perception en posant des questions. C'est-à-dire que par exemple dans ce loin près, loin près, loin près, dans ma tête je me suis posé mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai laissé la question ouverte, ça c'est très important. Parce que si vous fermez la question, en ayant déjà des hypothèses, eh ben vous allez juste valider vos hypothèses, pas laisser la perception venir. C'est exactement comme dans une interaction sociale, quand on a une tierce personne en face. Si on ne la laisse pas répondre et puis qu'on a directement des intentions, des croyances sur elle, souvent l'échange ne va pas être terrible. Et en plus de ça, c'est vous qui allez influencer en fait ce qui va se passer. C'est pas elle qui va se laisser découvrir. C'est exactement la même idée. Vous êtes face à une personne qui a été réduite à juste un mot et vous essayez de ressentir ce qu'elle est profondément.
Et donc là, dans cette dynamique, quand vous posez une question, ça peut permettre justement de spécifier certaines perceptions que vous voulez avoir. Quand par exemple je me concentre aussi sur l'ajna, et ben à ce moment-là, j'ai des sensations précises à ce niveau-là. Quand je pose une question, je centre mon intérêt justement sur l'endroit, la zone où je veux avoir une réponse. Donc là, ça va être sur cette perception, loin près, loin près, loin près. Et après, du coup, la perception qui vient peut permettre de utiliser un mot qui est plus précis pour expliquer le phénomène. Et après, cette somme de phénomènes ensemble font un sort de climat global sur la personne, qui permettent de mieux comprendre ce qu'est la personne et ce qu'elle ressent au quotidien. C'est une pratique moi que j'utilise beaucoup justement dans mes entretiens psy parce que les personnes peuvent être très confuses et du coup il est important moi d'avoir une base solide sur ok comment elle se ressent maintenant et sur quoi on va travailler maintenant parce que sinon on peut se perdre très rapidement dans des nébuleuses d'approximation. Comme vous avez pu voir dans l'exemple que je viens de présenter, c'est un ressenti qui est d'abord très intérieur. C'est pour ça que j'ai souvent les yeux fermés, que je me concentre vraiment comme ça profondément. Vous pouvez peut-être l'entendre aussi au niveau du souffle, avec une respiration qui se fait beaucoup plus profonde pour rentrer dans son intériorité. On n'est pas du tout dans une déduction logique de choses, dans un raisonnement. C'est des informations, des ressentis spontanés comme ça qui apparaissent en prenant comme moyen d'expression la voie des sens, avec la vue, l'audition, l'odorat ou le toucher, des sensations aussi émotionnelles qui peuvent nous toucher, comme ça, et qui viennent spontanément. Il faut bien comprendre qu'il y a tout un courant de mentalisme qui s'intéresse aux déductions objectives de l'environnement, quelle information on peut tirer, qui sont très intéressantes et très pertinentes. Cependant, là, c'est autre chose. Pour comprendre la différence, je vais utiliser une métaphore qui est par exemple, quand quelqu'un parle, si on était complètement sourd, en s'entraînant bien, on peut d'abord comprendre qu'il parle parce que sa bouche bouge, et ensuite, en lisant sur ses lèvres, comprendre ce qu'il veut dire, l'intention qu'il a, et puis le sens de ses mots. Cependant, on n'a jamais entendu. Eh bien, la différence est exactement la même qu'entre quelqu'un qui entend et quelqu'un qui lit sur les lèvres. Quelqu'un qui lit sur les lèvres, il déduit de l'information, qu'il voit des informations. Celui qui l'entend, il entend juste. Après, oui, il y a une traduction qui est faite au niveau de son cerveau, mais il n'y a pas de traduction de prime abord. C'est ça que je veux dire. Et là, on est exactement dans le même phénomène. C'est-à-dire que dans le cas de ressenti intuitif, c'est des choses qui nous arrivent comme ça spontanément. Et le but, c'est de les travailler. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre celui qui lit sur les lèvres et celui qui entend, il y a deux mondes. L'entendant pourra essayer d'expliquer du mieux possible quel est son phénomène qui lui arrive lorsqu'il entend. Celui qui est sourd de naissance pourra juste se représenter ce que ça signifie, mais jamais vraiment ressentir, comprendre profondément comment ça fonctionne, à part si il retrouve l'ouïe. Et donc là, l'objectif est le même, c'est-à-dire qu'on est sur un sens qui est complètement un état d'avorton, où on n'a jamais souvent travaillé notre intuition, ou alors que de manière dans des détails de vie. Et là, l'objectif, c'est de se dire « Ah, il existe !» et de l'utiliser à 100%. Alors que toute notre vie, on a dit « Non, ça n'existe pas, c'est des bêtises dans ta tête. » D'ailleurs, cette excuse-là est très drôle de « c'est dans ta tête » parce que, en fait, tout est dans la tête. Pourquoi il y aurait quelque chose qui serait supérieur ou inférieur à l'autre? Pourquoi il y aurait des choses qu'on devrait s'intéresser et d'autres pas? Alors que, finalement, même la vue, les stimuli auditifs, les stimuli visuels sont dans ma tête. Bon, passons, petit aparté. Et donc, comme vous l'avez compris, l'objectif de cette vidéo est d'inciter les personnes qui sont intéressées pour travailler l'intuition à la travailler. C'est pour ça que je mets en place ce qui s'appelle ce que j'ai appelé le projet Xavier, en référence à ce bonhomme, pour justement travailler sur son intuition. Donc le projet Xavier, qu'est-ce que c'est? Le projet Xavier, il a pour objectif de vous entraîner, vous, à travailler cette intuition, à mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour faire cela, on va utiliser les protocoles classiques
de vision à distance qui sont de mettre à l'intérieur d'une enveloppe craft une cible. Donc là, ça va être un lieu géographique, donc dans le monde. Vous ne savez pas où exactement. C'est juste après l'objectif qu'il faut se concentrer sur cette cible, donc ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe craft. Donc si vous voulez vous lancer dans ce projet, c'est très simple. Il suffit juste de vous munir d'un stylo et d'un papier, de vous concentrer sur la cible qui est là et de laisser venir les sensations, de vraiment les laisser venir en faisant le vide dans votre tête pour qu'ensuite se passe une somme d'émotions, d'impressions qui deviennent de plus en plus marquées. Vous les laissez venir sans les juger. Et là, à ce moment-là, après, ça va prendre une forme un peu plus concrète qui va être peut-être des moments ça va vous rappeler des moments de souvenirs par exemple, des moments passés à tel endroit, à tel autre. Et du coup, à ce moment-là, tout ça ensemble, vous l'écrivez comme ça de manière froide, on va dire, de manière sans interpréter ce que vous écrivez sur un papier. Et toutes ces données-là, vous les rassemblez dans le mail que vous m'envoyez justement en faisant une brève biographie de vous. Et moi je ferai en sorte de regarder justement chacun de vos résultats et je vous ferai une vidéo justement pour vous montrer quels résultats vous avez pu avoir, est-ce que c'est cohérent par rapport à la cible ou est-ce que c'est incohérent et pourquoi, et comprendre vraiment que ce sens peut se travailler. C'est surtout en faisant des erreurs qu'on apprend à le travailler. Donc voilà, je vous invite à faire ça si vous êtes motivé. Vous trouverez mon mail dans la description de la vidéo. Et donc pour tous les intuitifs qui ont envie de travailler ce sens-là, lancez-vous, c'est le moment. N'hésitez pas justement après à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos que je peux faire justement dans ce thème-là ou dans des thèmes annexes qui peuvent vous intéresser. Et dans tous les cas, je vous souhaite bonne route et bonne continuation sur vos chemins spirituels.